On commence à se connaître déjà, donc merci déjà pour cette invitation. Pour moi, c'était un peu inattendu parce que, comme j'ai écrit à notre chef, notre collègue, que moi je suis plutôt dans l'artisanat, on va dire, de ce métier pour le concours des circonstances. Et quand j'ai vu le sujet de cet atelier où j'ai été invitée, je me suis dit de quoi j'ai vraiment envie de parler pour partager et pour peut-être mener cette réflexion. Donc, interprétation, interprétariat, acte de communication avec un intermédiaire avant, pendant et après. Actuellement, il est d'usage de procéder à une distinction nette entre la traduction et l'interprétation. Néanmoins, si nous parlons de la langue russe, par exemple, il ne s'agit nullement de deux métiers différents, sauf que les compétences demandées pour ces deux activités à caractère linguistique se différencient par rapport à la stratégie du linguiste et au produit final de sa prestation. Mais on travaille avec la langue comme telle, plus précisément avec deux langues à la fois. Et si nous parlons du niveau structurel et sémantique, tout le monde comprend que sans connaissance profonde et solide de sa propre langue et de la langue étrangère vers laquelle ou à partir de laquelle on effectue la transmission, personne ne pourra assurer un travail de qualité. Comment mesure-t-on cette qualité ? C'est une autre question qui est bien étudiée, mais qui demande encore des réflexions, des analyses, des précisions du système d'indicateurs de qualité de la traduction écrite ou orale, mais relève quand même souvent d'une certaine subjectivité. Les traducteurs et les interprètes travaillent avec les mots et les structures syntaxiques. Au niveau pragmatique, il est primordial de rentrer dans la structure et dans l'acte de communication, de devenir la voix de celui ou de celle qui est à l'origine de la phrase, de l'énoncé, d'une histoire, d'un texte, d'une interaction par l'intermédiaire avec une tierce personne. Aujourd'hui, dans le monde en perpétuel changement, qui devient de plus en plus pragmatique, y compris en France, on peut entendre des propos concernant la polyvalence. Ceci concerne le monde de la traduction également, ce qui n'était pas le cas il y a quelque temps. Ainsi, sur le site Orientation pour tous, on nous propose une fiche commune intitulée Traduction interprétariat, et en premier, on précise qu'il s'agit d'un spécialiste qui interprète des communications orales, conférences, échanges, interviews, ou traduit des documents écrits, livres, notices et autres, et les transpose d'une langue à l'autre, peut également réaliser une étude documentaire sur le sujet traité, et également peut diriger une équipe. À noter qu'il fait mention en premier de l'activité à caractère oral, et on parle seulement après de l'écrit. Les aptitudes de manager sont aussi mentionnées de plus en plus. Ici, il semble juste de préciser que par rapport à la traduction orale, il s'agit de deux types d'intervention, ce qui est appelé traditionnellement interprétation et interprétation de conférence et interprétariat de liaison. Par ailleurs, le spécialiste est appelé soit interprète de liaison, soit interprète de conférence. Donc, il y a une différence de dénomination par rapport à l'activité qui évoquerait le niveau de compétence, de pratique, de diplôme même, parfois du caractère et des qualités personnelles du traducteur. Donc, l'interprétariat est donc considéré comme une activité proche du secrétariat. Il est souvent associé à un milieu social et un accompagnement, à l'hôpital, au centre de santé, au service social, à l'école, auprès des pompiers ou à la police aux frontières. Ce recours est souvent lié aux moments sensibles de l'existence, la naissance, la maladie, la souffrance, l'exil, et quand il est vital de se faire comprendre et d'être compris. L'interprète devient un outil de communication pour la non-discrimination et l'égalité des chances dans la vie quotidienne. Le plus souvent, en milieu social, les deux partenaires en présence ne sont pas sur un pied d'égalité. Et d'un côté, un professionnel, fonctionnaire, médecin, artisan ou assistant social qui détient l'information, le savoir, l'autorité, le pouvoir, et de l'autre, une personne en situation de demande qui non seulement ne maîtrise pas la langue et les particularités du pays, mais qui plus souvent peut se trouver fragilisée par la maladie, l'absence de statut,
manque de ressources. La situation est loin d'être confortable pour celui qui est appelé à traduire. L'interprète en milieu social avance à découvert, à la croisée du dit et du non-dit, dans le champ de situations complexes et fortement émotionnelles, où derrière les mots peuvent se cacher la méfiance et l'incompréhension, voire même le racisme. On mesure là les subtilités d'un interprète et de ce métier qui est appelé interprétariat, qui ne peut être pratiqué à l'identique selon les lieux, service social ou commissariat, les situations, prévention et urgence, ou les personnes, niveau d'éducation. Pour que le message puisse être traduit de manière fidèle dans le respect des partenaires en présence, il nécessite l'utilisation de formes appropriées. Ça peut être traduction stricte, explicative ou résumée, dans le défi permanent d'une justesse et d'une distance à trouver. L'interprétation. Ce terme est employé dans le milieu de traduction orale ou à un niveau autre que le milieu social. Déjà, lors de la formation, nous soulignons les particularités de la préparation d'un interprète quant aux différents lieux d'intervention professionnelle. Les institutions européennes internationales, l'administration, le monde des affaires et de l'industrie et les prestations aux particuliers. Il s'agit bien du cadre privilégié, élitiste. Différents types de cette interprétation sont la traduction à vue, la traduction consécutive et la traduction simultanée. La préparation à ces trois types demande des compétences et des techniques différentes et la prise de notes se fait aussi différemment. La spontanéité prévoit souvent une réaction immédiate et le choix du vocabulaire et des formes grammaticales doit être précis au maximum. Par rapport à la traduction écrite, il n'y a pas de temps pour faire marche arrière. Avant. Peu importe le terme utilisé, l'interprétariat ou l'interprétation, pour la traduction orale, dans n'importe quel milieu, il y a toujours une préparation préalable sur deux plans, en général et par rapport à un acte concret, avant. On peut même prétendre que le plan général est plus important quand il s'agit des connaissances de base, de la culture générale, de la capacité à comprendre de quoi il s'agit sans perdre le temps. C'est aussi là où se fait la prise de connaissance du sujet concret de l'action de traduction, accompagnement, rencontres, manifestations, conférences, colloques, etc. L'événement est préparé par l'intermédiaire au préalable. Chacun a sa méthode de s'y préparer en fonction de ses compétences et de la complexité de la manifestation. Mais on a besoin de ce temps de préparation et il est souvent incalculable. Donc, pendant. Le comportement, le choix du linguiste lors de la traduction orale, pendant. Déjà, lors de la prestation, il est indispensable de tenir compte des critères de la prestation réussie, de la conception du monde lors de l'interprétation, des principes d'avancement progressif, de la qualité de l'interprétation. Une mentalité positive joue un rôle important. L'interdépendance entre les connaissances, les convictions, le savoir-faire et la pratique se fait tout à fait naturellement. Il faut également tenir compte de quelques bases de comportement, des risques à éviter et ne pas oublier la déontologie, la distribution des rôles dans la communication directe et indirecte lors de l'interprétation, des normes de comportement dans les espaces professionnels différents, ce qu'on dénomme comme le mimétisme linguistique, ses atouts et ses pièges. Et après, enfin, l'état de satisfaction ou de non-satisfaction du traducteur-interprète, l'analyse de sa propre prestation ou celle de son partenaire si on travaille en binôme, des moments présents pendant qui représentent la facilité et la difficulté de comportement du commanditaire, de l'action de traduction-interprétation après l'événement, ce sont des composants de ce temps qui succèdent à la prestation en tant que telle. Quelles sont les qualités indispensables pour être traducteur, interprète dans le monde actuel? Je voudrais citer ici Pavel Pashchenko. C'est un grand interprète qui a longtemps accompagné Gorbatchev et qui a continué ses activités au plus haut niveau. Il a dit « Elles n'ont pas changé. Le sens de la profession reste invariable.
Celui qui traduit sert l'œuvre civilisatrice et le rapprochement des peuples. Bien sûr que depuis Pouchkine, quand en Russie on a commencé à traduire largement des auteurs étrangers, à propos lui-même il traduisait, il y a eu de nouveaux types de traduction, avant tout la simultanée. Le diapason des langues s'est élargi, la profession est devenue généralisée. Il y a juste des qualités techniques et le sens des affaires qui se sont ajoutées aux qualités indispensables aux traducteurs. Il faut s'approprier des moyens d'automatisation et d'augmentation de l'efficacité du travail du traducteur ainsi que les compétences du marché pour se sentir à l'aise dans le milieu hautement compétitif. Le reste est invariable. La maîtrise des langues, l'amour pour la parole, le travail acharné et moi je dirais le dévouement personnel. Donc, il faut aujourd'hui avoir des objectifs pour développer des compétences neuroscientifiques, à savoir développer ses capacités d'attention et de concentration, réguler le stress, mieux se connaître, renforcer la confiance en soi et sa motivation, communiquer de façon bienveillante et empathique, agir selon les circonstances et les valeurs du métier. Et toutes ces compétences vont contribuer à une autonomie professionnelle. On apprend à prendre rapidement des décisions et être responsable de ses choix. Un déploiement des ailes. Sans un vol, on n'éprouve pas ce sentiment de certitude qui assure notre aisance. On apprend à ne pas penser aux menaces, aux difficultés et aux restrictions. Et un constat changement personnel, parce qu'on apprend à s'autocorriger, à passer par une transformation constante, car il n'est pas possible de donner plus que l'on ne possède. Et bien entendu, le mot-clé dans tout ça, c'est apprendre. C'est la norme de ce métier. Sinon, il est impossible d'être à la hauteur et de surmonter les difficultés qui surgissent perpétuellement pour devenir vraiment cette troisième partie de la communication, ce pont, on peut l'appeler le traducteur ou l'interprète, peu importe, cette personne obligée de s'effacer, de ne pas embellir, pour ne pas remplacer, mais de trouver les moyens justes pour assurer ce passage d'une langue à l'autre. Et là, nous voyons ce phénomène qu'on appelle l'humilité professionnelle, qu'on accepte pour servir l'autre, oralement ou par écrit, directement, en présence d'une ou plusieurs personnes, ou via le papier, pour un public inconnu et invisible. Et le dernier. Et je vous remercie de votre attention. Donc, merci Marina pour cette intervention. Donc, évidemment, vous avez introduit un point, une question tout à fait nouvelle dans ce colloque. Donc, c'est la différence peut-être aussi entre... Donc, c'est la question de l'interprétation. Qu'est-ce que c'est? Mais une question qui m'intéresse, c'est la différence entre la traduction et l'interprétation. Parce que dans votre résumé, vous avez mentionné que pour vous, effectivement, vous voudrez effectivement relativiser cette différence entre les deux, que le traducteur et l'interprète doivent s'effacer devant le texte ou devant la voix. Donc, je voudrais vous demander si on pourrait toujours tenir une certaine différence radicale entre les deux, et si l'on pouvait dire que, par exemple, l'interprétation, c'est effectivement un type de parole, la traduction, c'est plutôt à côté de l'écriture. Donc, effectivement, la différence entre les deux, c'est comme la différence entre la parole et l'écriture. Que les deux, effectivement, revendiquent une approche tout à fait différente. Donc, merci beaucoup pour cette question. Ça nous renvoie un tout petit peu en arrière, d'il y a 20 ans, quand je suis venue en France. J'étais linguiste. Et vous savez, avec les changements, la chute de l'Union soviétique, et tout ce qui s'est passé par la suite, finalement, c'était la catastrophe pour tous, sauf pour nous, les linguistes. Et nous, on vivait super bien et on gagnait super bien notre vie sur le malheur des autres, parce que les murs étant tombés, les étrangers étaient là, il y avait le marché à conquérir, et donc nous, on a appris à
à faire plein de choses. Et donc, quand je suis venue en France par la suite, moi, j'étais déjà, on peut dire, artisan, même si j'étais boursière de thèse et dans les études psycholinguistiques, on va dire. Et moi, j'ai parlé déjà de cette possibilité de combiner et d'être polyvalent. Mes collègues français n'ont pas compris, ils m'ont dit tout de suite que c'est pas possible, tu ne peux pas être interprète, traducteur, assumer la traduction écrite, être en accompagnement et être en cabine. Moi je dis moi je sais le faire. Donc j'avais 20 ans de moins, mais je le savais déjà le faire, ça dépend peut-être du caractère, des mentalités, des acquis, et puis le courage, et la survie peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est possible. Maintenant, dans le monde du marché qui dicte, on parle de plus en plus de ce côté polyvalent. Et moi, j'ai enseigné pendant une dizaine d'années à la faculté d'interprètes, donc j'ai formé les interprètes de conférences et j'ai donné quelques classes, master, un tout petit peu en Europe, pour dire justement que c'est possible. Si vous êtes linguiste, vous pouvez enseigner, vous pouvez traduire et vous pouvez bien sûr interpréter. Dans quel sens c'est possible? Là, il faut voir les capacités personnelles. Mais on part du principe qu'on apprend même à un éléphant à danser au cirque. Donc, une personne qui maîtrise une autre langue étrangère, elle est capable de faire, évidemment, si on ose, il faut oser. Et il faut peut-être connaître ses limites. Il y a ceux qui ne supportent pas la cabine. Moi, je fais de la simultanée aussi de temps en temps, assez régulièrement, mais honnêtement, je ne pourrais pas faire ça toute ma vie, ou me consacrer uniquement à ce travail qui est très très bien rémunéré. Quand je vous dis que, par exemple, une journée en cabine, ça coûte 1 200 € en ce moment. Donc vous pouvez travailler 3 jours pendant un mois et rester tranquille de votre côté, vous voyez, faire vos traductions ou écrire ou faire autre chose. Voilà, donc moi je suis plutôt pour ce monde qui est polyvalent, qui devient de plus en plus polyvalent, mais c'est possible de cumuler, même si, bien sûr, quand on est à l'écrit, d'abord il y a le mot, avant tout il y a le mot. Après, il y a le mot écrit pour moi. Et après, la simultanée, c'est aussi le mot qui est trouvé juste là. Par rapport aux préparations des interprètes, traditionnellement en Europe et même dans le monde, nous voyons qu'il y a toujours cette préparation linguistique d'abord, donc du plan général. Il faut connaître que si le niveau n'est pas atteint, tu ne peux pas te lancer vraiment dans ce domaine, même si maintenant tout est possible, celui qui croit et qui fait. Et des fois, vous savez, les gens qui n'ont pas de diplôme, ils peuvent faire un travail incroyablement bien. Et ceux qui sont très très professionnels peuvent avoir des lapsus de temps en temps ou accomplir un travail médiocre, etc. Ça dépend, ça relève de la subjectivité, je pense. Mais quand même, donc, il y a le mot écrit. Donc le texte avec lequel on travaille, ça demande énormément d'humilité, justement, parce que tu peux revenir. Et tout ce qui est écrit, ça reste. Donc on peut même, des décennies après, vous dire « Ah voilà, vous étiez mauvais, ah, vous avez fait cette faute, ah, vous avez omis tel ou tel passage. » Et il y a, moi, ce que j'adore, c'est la simultanée, où je préfère même ce type de traduction, et je trouve que c'est beaucoup plus facile de traduire en simultané que par exemple si on parle avec la consécutive, quand on prend des notes, parce que finalement tu es complètement inexistant. Tu es juste la voix, tu acceptes de devenir la voix, tu reviens à la respiration, tu peux ne pas devenir la respiration de quelqu'un, et tu y vas, tu parles. C'est ce côté qui te permet de s'effacer, d'être inexistant. Et on se venge après ailleurs, avec l'enseignement ou avec l'écriture, voilà. Mais par rapport à ces 3 activités, moi je dirais, vous savez, souvent il y a les gens qui savent très bien parler, mais qui ne savent pas écrire. Il y a les autres qui savent écrire, mais qui ne savent absolument pas parler. Et il y a heureusement des gens qui savent écrire et parler. Et moi, je trouve que ça, c'est là où il faut vraiment attirer notre attention et oser, tout simplement. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais.
Je comprendrais très bien que vous ne répondiez pas du tout à ma question. Est-ce que vous pourriez nous dire très librement quelques expériences, vous, aussi bien dans la traduction simultanée que dans la traduction, que dans la traduction consécutive, ou dans votre métier, qui vous ont particulièrement marqué? Souvent, vous savez, on ne pense pas à ce qui est bien fait. On essaie de revoir toujours les choses qui nous font souffrir. Oui. Peut-être c'est mon âme slave, russe Oui, qui oui, ressort, oui. mais on aime souffrir. Vous voyez, on est un tout petit peu tous maso de ce côté-là, parce que on pense toujours à ce qui va pas. Et quand c'est bien, même quand on a des problèmes, on parle rarement. Ah, j'ai été heureuse cette nuit, ou ah, on a passé une nuit formidable avec mon mari, ami, etc. Mais on parle des choses qui ne vont pas bien. Vous voyez? Donc, on retient toujours ce qui ne va pas. Est-ce que vous pouvez donner un exemple? Je vais donner un exemple. D'ailleurs, il y avait une photo où je me suis permise de me mettre en évidence parce qu'elle m'a marquée. Justement, il y a 2 semaines, j'ai traduit, c'est là, la 3. Voilà, vous voyez, c'est moi là au fond qui traduis. Hein, et c'était évidemment, c'était Madame Anna Rutchinskaya, c'était le colloque à l'ambassade de Russie auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg où j'ai interprété, et c'était sur le complot de la République tchèque, donc les Suèdes, voilà, l'annexion. Vous voyez, de 1939. Oui, oui. Voilà, on fête l'anniversaire, le Conseil de l'Europe, il met des moyens et les Russes sont là pour organiser avec les Européens aussi, parce qu'il y a cette opposition maintenant. Donc le contexte n'était pas déjà assez facile, on va dire. En plus, moi je suis pas historienne, donc j'ai dû me former vraiment et je connaissais un tout petit peu les intervenants, mais je n'avais pas leurs interventions, les improvisées. Et cette dame-là, Narutchinskaya, qui est très connue, qui écrit super bien, qui est auteur de beaucoup d'œuvres traduites en toutes langues sur la Deuxième Guerre mondiale, et justement, et le complot c'était où déjà? De Munich. Le complot de Munich, qui est traduit déjà, attention, et qui est traduit déjà, pour le russe, c'est le complot, et toujours c'est la dénomination officielle de ce phénomène, et vers la langue française, les accords de Munich. Voilà. Oui, où on écrit, de temps en temps, moi je trouvais que compromis de Munich. Attention, il ne faut pas avoir peur des mots, vous ne pouvez traduire qu'une partie, on parle de choses différentes. C'est comme moi, j'ai parlé avec votre collègue à table, de ce côté, vous savez, quand tout le monde a commencé à appeler communisme, l'époque communiste, mais il n'y avait pas d'époque communiste. Et nous, qui sommes de ce monde-là, nous répétons, sans vraiment comprendre de quoi il s'agit. C'est pas vrai ce que c'est. Et donc, je reviens là-dessus. Et cette dame, elle commençait les phrases, c'était en consécutive, donc il fallait prendre des notes. Voilà. Moi, j'écris super bien, j'ai ma pratique de noter, parce que finalement, tu ne peux pas écrire tout, et tu ne peux pas retenir. Et souvent, moi, je préviens tout ce monde qui est là, voilà, devant, ce sont des intervenants. Moi, je dis, je suis votre voix, je suis assise, je ne peux pas vous faire un coup pour vous arrêter. Arrêtez-vous de temps en temps, parce que sinon les gens, la salle était pleine, vont s'ennuyer. Et pour moi, ce sera aussi difficile de vous traduire. Elle ne s'arrête pas, et en plus, elle ne commence pas les phrases, vraiment, elle ne les termine pas, elle parle des choses, il y a des noms qui tombent, moi j'essaie de noter, après quand je commence à me relire, donc j'essaie d'arranger les choses et tout ce que je sais, toutes mes compétences, mon cerveau, il est là, donc je travaille, et cette dame, elle parle français, et elle se permet de me reprendre. Et donc, elle termine à ma place une phrase. Moi, je lui souris, je continue. Elle me reprend la deuxième fois. Je dis, écoutez, vous continuez et moi, je prends tout simplement en simultané, ce sera plus simple. Je ne peux pas lui dire, madame, vous ne terminez pas vos phrases. Je ne sais pas où vous venez. Je ne vous sens pas. Et donc, je commence à la traduire vraiment, carrément en simultané. Et
et à un moment donné, elle s'arrête, elle a dit « Ah non, non, c'est pas ça que je voulais dire autre chose. » Moi, je dis « Écoutez, continuez en français. C'est plus simple. » Bon, la salle a applaudi, ou moi je dis « Oh, prenez ma place. » Donc, vous voyez ce que je veux dire. Et ça me fait penser, moi, j'ai eu le plaisir de traduire Gorbatchev aussi, quand il est venu à Strasbourg pour le 20e anniversaire de la chute du mur du Berlin. C'était un peu ça, mais lui, il est cohérent. Il terminait les phrases, et même s'il faisait des tours, des pas de je sais plus quoi, c'était facile de le retrouver, vous voyez. Tandis que là, elle était insaisissable. Donc, le lendemain, on a travaillé ensemble, mais cette fois-ci, j'étais en cabine, donc c'était autre sujet, mais aussi histoire, etc. Et j'étais en cabine, et je l'ai traduite, et j'ai compris qu'elle était intraduisible, tout simplement. Mais en simultané, tu te permets, elle ne termine pas la phrase, tu ne termines pas la phrase, elle passe à autre chose, tu passes à autre chose. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et moi, j'étais loin, et j'étais cool. Après la prestation, elle est sortie, elle est venue me voir, elle m'a dit « Mais vous savez, vous êtes la première qui m'a traduite. » Je dis « Comment ?»« Ah, personne n'arrive à me traduire, jamais. » Je dis « Mais vous savez, madame, vous êtes intraduisible. Il y a des gens comme ça. Soit vous écrivez, soit vous parlez vous-même, soit on organise un colloque pour vous, mais vous êtes intraduisible. » Mais tout le monde m'a dit que vous m'avez super bien traduit aujourd'hui. Je dis « Mais vous ne terminez pas vos phrases. Vous savez ?» Elle a dit « Ah bon ?» Voilà, donc ça, c'est pas parmi... Mais il y a beaucoup d'anecdotes, il y a beaucoup de rencontres. Chaque fois, c'est autre chose. Je crois que j'ai posé la bonne question. Ouais. Mais ça, enfin, dans ce cas-là, la cabine protège un peu, enfin, l'interprète. La cabine, moi, je voulais vous dire, elle protège. C'est une espèce de préservatif, si vous voulez. Bien sûr, tu ne risques rien. La seule chose, c'est qu'en cabine, tu dois réagir encore plus vite. Et il y a des techniques, par exemple, la difficulté la plus majeure qu'on peut avoir, ce sont les chiffres et les noms. Et donc là, il faut savoir toujours avoir le stylo et tu écris. Surtout quand c'est traduit du français, surtout tout ce qui est 60, 70, tu es déjà dans 6 et finalement c'est 7 et voilà, les choses comme ça. Mais la cabine, c'est aussi le manque de contact. Tu n'as pas ce contact, tu deviens la voix, mais s'il y a par exemple des accents, ou s'il y a, moi je me souviens, il y avait une session plénière, et il y avait un Suisse qui parlait français, et j'ai dû traduire, mais c'était, pour moi, j'ai transpiré comme jamais, hein. Et après, je me dis, c'est moi, je suis mauvaise aujourd'hui, ou qu'est-ce qui se passe? Il y avait mon collègue qui est décédé il y a pas longtemps, qui est vraiment un monstre d'interprétation. Et moi, je le vois, qu'il essuie la sueur, qu'il me regarde comme ça. Et nous, normalement, on fait 15 minutes ou 20 minutes, ou même des fois, on peut aller jusqu'à une demi-heure sans problème si tu travailles en cabine à 2. Là, il m'a dit, tu me prends. Il m'écrit, tu me prends. Voilà, il m'a jeté complètement. Et vous voyez, moi, c'est pareil, tu tiens pas. Physiquement, c'est épuisant. Voilà, mais des fois, il y a des côtés plaisants quand tu sens quelqu'un, par exemple. Moi, je pense toujours à cette interprétation de notre metteur en scène, Jacques Nazarov, qui vient régulièrement à Strasbourg pour notre quinzaine du cinéma russe, et moi, je traduis. Là, tu es là, et il sait de quoi. Peut-être c'est du cinéma aussi. Vous savez, il te tient comme ça. Et tu commences vraiment sa respiration, et il te laisse le temps et c'est une satisfaction incroyable. Donc c'est du théâtre. Ah non, merci Mais beaucoup. Le monde a du théâtre. Mais bien sûr. Bien sûr, on commence à percevoir d'abord les liens corporels de toutes ces activités et leur connivence. Ouais. Et il faut se protéger, il ne faut pas dépasser des limites. Vous voyez, c'est ça qui est le plus important. On se venge après peut-être ailleurs, mais là tu dois vraiment connaître ce côté mimétique, on va dire, et côté humilité. C'est pas toi, c'est pas ton domaine. Tu traduis ce qui est dit sans plus, tu n'ajoutes rien et tu ne peux pas être partie prise, parce que vous savez, souvent on pense que voilà, c'est trop facile de dire l'interprète s'est trompé, c'était pas ce que je voulais dire. Et là, moi je pense que même intonation, même les pauses, même côté emphatique, la mise en relief, ça c'est très important de ne pas juste balbutier, de se débarrasser, mais tu deviens vraiment la voix, en quelque sorte, la respiration,
ce passage qui est extra-linguistique déjà, et pas seulement les propos. Même si les propos restent avant tout la chose principale qui passe. Tu as des autres remarques? Je vous ai réveillé un tout petit peu. Oui, alors, c'est passionnant. Hein, ça. Parce que, on discute de l'Europe et il faut en discuter à tous les niveaux. Hein, et celui-là est important. Oui. Et j'adore, évidemment, moi je suis professeure de formation et j'enseigne énormément. Et c'est un plaisir de former justement cette Europe en quelque sorte pour voir à quel point nous sommes différents, mais à quel point nous sommes les mêmes. Hein, Oui. Mais vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est acceptable pour une certaine Europe, c'est pas du tout acceptable pour l'autre. Et ce côté de compromis, de complot aussi, parce que tout est complot, hein, je peux vous le dire. C'est incroyable, c'est passionnant. Et le tout, c'est de rester en dehors, de dire Et tu es comme secrétaire quand on parle de l'interprétariat, c'est même pas péjoratif, mais vous savez, quand on parle d'une secrétaire, c'est quelqu'un qui détient tous les secrets. Oui, c'est ça. Voilà, donc là, tu tu deviens aussi ce côté qui est... Oui. Je ne voudrais pas prolonger par mes questions cela, mais enfin, je tiens tellement à l'Europe et si vous voulez, je l'ai compris par de nombreux séjours en Extrême-Orient que les Européens ne caracolent pas chacun pour soi. Hein, ils n'existent plus s'ils ne s'unissent pas. Ça m'est une évidence. Hein. Bon, alors comment? J'ai pas la solution. Mais c'est... Moi, j'ai une solution, je pense. Vous savez, il faut se comprendre. Il faut se comprendre. Il faut se comprendre. Et pour se comprendre, il ne faut pas jouer. Il ne faut pas arranger les choses. Il ne faut pas aller dans le jeu des autres. Comme par exemple, nous, ici, tout ce qui est ex-clan, etc., on n'y est pour rien. On nous a imposé cette vie en quelque sorte. Mais quand on parle à l'époque communiste ou à l'époque soviétique, etc., et souvent les gens ne savent même pas ce que c'est les pays du pacte de Varsovie, ce que c'est l'ex-Union soviétique, quelles étaient les causes de la guerre froide, quand c'est arrêté, etc. Donc toutes ces choses jouent énormément. Et l'Europe, vous savez, c'est très beau et l'idée globale, c'est magnifique jusqu'à la première difficulté. Et ce qui se passe aujourd'hui, avec d'abord la crise migratoire, ça nous démontre super bien qu'il n'y a pas de solidarité. La solidarité, c'est quand tout va bien. Quand tout va bien, on est bien, mais on n'en parle pas. Et quand ça va pas, c'est là que les problèmes commencent vraiment. Et moi, je pense que le tout, c'est d'être quand même compréhensif, d'essayer de se comprendre, et quand ça va bien, et quand ça va pas. Ça fait partie de la vie. Dernier mot, je n'en dirai pas plus. On voit actuellement quelque chose se faire à deux niveaux, à deux vitesses. Les problèmes qu'on essaie, dont les problèmes d'immigration ou économique, qu'on essaie plus ou moins de traiter au niveau officiel, et puis la réalité qui, par exemple, sur 20 ans de bourse Erasmus, a fait que la génération actuelle, elle vit tout autrement. Bien sûr. Elle vit justement ces problèmes de compréhension, mais parfois un peu passionnels, parfois un peu affectifs, ce qu'on a connu un tel ou un tel, mais c'est une autre réalité qui est en train de se faire, et aussi une pratique du multilinguisme. C'est ce que je voulais dire, mais ça passe avant tout par la maîtrise de la langue et la connaissance de l'autre. Vous voyez, l'ouverture, jusqu'où j'accepte. Jusqu'où je peux ouvrir. Moi, je déteste les images, même si j'ai fait un effort. C'est ma fille qui m'a aidé beaucoup. Je suis pas à ce point avancé. Bon, j'ai tout préparé les images, mais c'est elle qui m'a fait tout. Donc, je suis reconnaissante, on va dire. Et vous savez, comment est-ce que je peux dire? Le fait d'accepter, le fait de comprendre, d'aller de plus en plus loin, ça permettra peut-être de dialoguer. Et comme je vous dis, je déteste les images quand même. Depuis longtemps, c'est comme ça, tout simplement, que ça s'est présenté. Je travaille avec la télévision, beaucoup. Et je vais raconter, je ne vais pas nommer les chaînes, mais il y en a plusieurs avec qui je travaille. Et par exemple,
Quand je viens, bon, les journalistes me connaissent déjà, on se tutoie, et puis moi je fais pas seulement la traduction, mais je fais un tout petit peu de l'assistance. Et donc quand je viens, je dis, il te faut qu'ils te disent quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on cherche là? Parce que je sais comment ça marche. Ça peut être dit dans un contexte, et ça peut être tourné autrement, avec les propos de l'autre, mais dans le contexte autre que. Vous voyez, c'est pour ça que moi je déteste la télé de tous les pays du monde, même si je suis obligée de suivre les infos, etc. Parce que souvent c'est de la manipulation. Et je me souviens que ça c'était flagrant. C'était pendant la crise avec la Géorgie, le premier vraiment qui a déclenché toute cette incompréhension et autres. Et j'ai été appelée à une chaîne française pour une intervention d'urgence. J'ai fait mon travail avec les témoignages sur les images, etc. Donc je suis la voix. Je fais la transcription, je traduis, ils choisissent ce qu'il faut faire, etc. Et donc c'était abominable. J'étais vraiment... Bon, j'ai pas le droit de parler de tout ça à la maison. Donc j'étais complètement détruite par ce qu'on fait. Et je me dis non mais c'est pas possible. Et le concours des circonstances, le lendemain je partais à Moscou pour une mission de traduction avec une autre chaîne télévisée, mais cette fois-ci russe. Écoutez, le lendemain je viens dans les studios, je vois absolument les mêmes images, avec un autre texte dessus, avec une autre voix dessus, et moi je me suis dit, je deviens folle, qu'est-ce qui se passe? Et donc, évidemment, j'ai rien dit, parce que je n'ai pas le droit de divulguer le secret professionnel, vous voyez, mais j'étais complètement déboussolée en me disant, c'est de la folie, c'est quoi? Et je comprenais rien. Bon, après, cette fois-ci, c'était la chaîne française qui s'est excusée pour manque d'eux, etc. Donc, mais j'étais derrière, vous voyez, et j'étais peut-être la première à comprendre qu'il y a eu un malentendu, qu'il y a eu quelque chose, et je n'avais pas le droit d'en parler. Vous voyez, je ne pouvais pas dire à qui que ce soit, tiens, hier j'ai traduit ça et c'était dans un autre contexte. Donc des fois, le fardeau, il est assez difficile, vous voyez ce que je veux dire. Mais tu t'effaces, tu ne commentes pas, tu n'as pas le droit. Voilà. Merci. Merci.